Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait depuis quelques jours que je télécharge plusieurs informations au sujet du thème abordé qui est tout simplement les dangers de l'identification. Et c'est un danger qu'on voit de plus en plus à travers l'art et notamment le cinéma en ce moment et à travers toute forme d'art de façon plus large. En fait, c'est le danger de la recherche d'identification à travers les œuvres d'art et, euh, et tout simplement parce que on va être dans une société qui va jouer sur notre identité, sur notre personnalité, alors que en tant qu'être spirituel, on chemine avec cette direction de se déposséder et de se désidentifier de sa personnalité pour accéder à sa dimension véritable, à sa vérité intérieure, à cette dimension d'être qui n'a plus besoin de la personnalité pour exister. Et ça, ce chemin du pèlerin sur lequel on est invité en tant qu'être spirituel, donc en fait c'est un chemin qui est pour toutes les personnes pour tout être humain parce que déjà ça, on va l'observer tout simplement à travers le cheminement de naissance et de mort. En fait, par exemple, le vieillissement, le fait que on passe d'un physique jeune, lisse, à, on va dire, une sorte, pas de détérioration, mais comme si en fait, tout ce tout ce à quoi on s'identifie au niveau de notre physique va un peu comme une rose qui éclot, qui s'ouvre, va se faner pour disparaître et passer à un autre état physique. Donc déjà, rien qu'à travers notre cheminement d'humain, de naissance, d'évolution, enfant, adulte, personne âgée et l'étape de la mort, déjà rien que ça, à travers ça, on voit qu'il y a ce cheminement de pèlerins où on se défait de ses couches. On voit beaucoup ce phénomène dans notre société de besoin de jeunesse éternelle, de maintenir un physique jeune comme on l'a connu, je sais pas, à 20 ans, 30 ans, que ce soit à travers la chirurgie esthétique ou ce qu'on nous fait miroiter dans les publicités. Et au final, ça c'est un symptôme de la volonté égotique de ne pas vouloir effacer la personnalité pour se révéler à notre essence. Parce que c'est ce qui va se passer par exemple avec les fleurs. Elles vont délivrer leur parfum, faner, mais il va rester quand même l'essence, la suspension de l'essence. Et là, le gros danger, donc dans le cinéma, surtout en ce moment, la publicité aussi qui a beaucoup récupéré ça. Donc en fait, il y a des beaux mouvements qui naissent dans la société à la base. Par exemple, on va prendre le mouvement body positive. Ça, c'est des beaux mouvements qui naissent, qui prônent l'amour de soi. Mais en fait, ça va être récupéré par exemple, les publicitaires, donc les marques, pour tout simplement vendre des produits. Donc, en vendant des produits, ils font croire aux personnes qu'en achetant ça, elles seront body positive, bien dans leur corps. Mais encore, en fait, c'est une déviation qui est empruntée. Et les gens, en fait, en tout cas, j'ai dit les gens, mais pas tous, prônent que c'est super, qu'il y a de plus en plus de diversité dans la publicité, que c'est vraiment trop chouette. Mais en fait, le fond n'a pas changé. C'est toujours pour vendre des choses à des gens pour leur faire croire qu'ils seront heureux comme ça. Le fond n'a pas changé, la forme, oui. Elle devient plus attractive. Et le gros danger, en fait, c'est que ça va conforter les gens dans leur personnalité, ça vient flatter l'ego, ce à quoi on s'identifie, et pour plus, en fait, nous perdre et nous enfermer dans cette identité. Par exemple, avant, les pubs euh, vendaient un idéal, quelque chose qu'on n'était pas, quelque chose vers lequel, on va dire, se projeter, tirer. Et maintenant, les publicités, ça va être l'inverse. Elles vont venir flatter ce à quoi on s'identifie. Par exemple, je m'identifie au fait que je sois une femme célibataire ou
moi-même, je m'identifie comme la femme indépendante, forte, qui n'a pas besoin des hommes, ou celle qui, même si elle a ses règles, peut tout faire parce que je, euh, je décide que je peux tout faire parce que je suis une femme du- de ce siècle qui est en action, quoi. Et en fait, là, ça vient flatter l'identité et nous enfermer dedans. En fait, ça vient rassurer ce à quoi on s'identifie pour mieux nous créer une nouvelle prison, en fait. Et tout en, euh, on va dire, en sous-entendant que c'est nous qui l'avons choisi. Donc, et ça, on le retrouve dans la publicité, mais on va le retrouver aussi notamment au cinéma de plus en plus. Euh, En fait, j'ai un peu rembobiné la pellicule, mais on va dire que l'art à la base, en tout cas dans les civilisations anciennes et on va dire sur des civilisations plus évoluées, donc par exemple, je ne vais pas avoir de nom en tête, mais c'est des civilisations qui nous ont précédés ou des civilisations qui vont se trouver sur d'autres plans, sur d'autres fréquences. En fait, elles ont une conception de l'art complètement différente de la nôtre. Aujourd'hui, dans l'art, on va pouvoir, par exemple, justifier de pouvoir exprimer toutes les émotions. En fait, ça va être, on va dire clairement, une ouverture pour pouvoir exprimer tout ce que les personnes ressentent, ont comme fantasme, peu importe que ce soit, on va dire, dans la lumière ou dans l'ombre, ça va être un terrain d'extériorisation qui va être validé, en tout cas par la société. Et l'art va souvent servir d'exutoire, on va dire, alors que dans d'autres civilisations, en fait, il y a tout le procédé et la dimension alchimique dans l'art. C'est-à-dire que avant de partager une œuvre, donc de toute façon dans l'alchimie on parle d'œuvre, il y a différents processus et surtout étapes au niveau de l'œuvre. Donc avant d'exposer et de partager ses œuvres. Dans d'autres civilisations, en fait, on va, par exemple, tout ce qui va être en lien avec l'œuvre noire, donc il y a des émotions de plomb assez basses en vibration, qui vont être plombantes, qui vont être liées, je sais pas, à la colère, la tristesse, voilà, tout ce qui est en lien avec plus notre noirceur ne va pas être partagé autour en tant que mouvement artistique ou œuvre d'art. En fait, un artiste va d'abord aller épurer, travailler, mettre en lumière cette œuvre noire à l'intérieur de soi, l'éclairer et avant de la proposer au monde, de l'offrir, va apporter une conscience dessus. Alors il y a des artistes qui vont faire ça très bien, qui vont certes peut-être explorer des dimensions, on va dire, en lien avec l'œuvre noire, mais il y aura dans la proposition qui est faite une lumière qui se dessine à l'intérieur et ce mouvement en fait de l'alchimie qui est la transmutation du plomb en or. Et ça va se dessiner déjà dans l'œuvre d'art elle-même. Et en fait, aujourd'hui, on peut constater que dans la société, il y a beaucoup de personnes qui sont dans leur œuvre noire. Et au lieu de faire ce travail intérieur de gestation, de lumière, vont tout de suite euh, l'extérioriser et l'offrir tel quel au monde. Et il y avait une vidéo de Christian Duval très intéressante sur Blanche-Neige et le message alchimique à l'intérieur. Et à un moment, il explique que, en fait, selon sa nature, on est un peu comme un arbre fruitier. Et les fruits qu'on va produire et qu'on va offrir au monde, bah, si on est dans, par exemple, bah, là, son œuvre noire, les fruits qu'on va produire, ça va être des fruits pourris, ça va être des fruits qui vont pas être comestibles, mauvais pour la santé. Donc, en fait, il y a une vraie responsabilité au niveau de l'artiste euh, qu'on n'a pas forcément dans notre société aujourd'hui. C'est un peu tout le monde fait ce qu'il veut, comme il veut. Il y a cette liberté, mais qui demande en fait une certaine responsabilité quand on voit plus loin
l'impact d'une œuvre artistique. En fait, par exemple, j'avais la vision de notre monde intérieur, imaginaire, notre espace d'expansion de ce qu'on peut recevoir comme message. C'est un peu comme une toile d'araignée et que je relie un peu à la toile de cinéma. Mais par exemple, si un artiste propose une œuvre, elle va aller s'imprimer dans notre toile de fond. Donc cette toile d'araignée, notre propre imaginaire ou monde intérieur, et elle va se propager comme ça en laissant une empreinte. Donc quand on est un artiste, en fait, il se trouve qu'on est dans une société où tout le monde n'est pas encore éveillé, n'a pas un recul sur ses émotions, n'a pas un recul introspectif sur ce qu'il regarde. Et, euh, et ça demande en fait une éducation de prise de recul sur ce qui nous est proposé en termes de films, de musique, de livres, parce qu'on est dans une société qui nourrit le monde émotionnel. Donc ce qui est intéressant, c'est que le monde de la pub en fait est un très bon livret pour lire un petit peu ce sur quoi on joue à l'intérieur de nous. Enfin, quand je dis on, c'est par exemple les publicitaires qui cherchent à vendre des choses et la société marche beaucoup sur ce qu'on cherche à nous vendre. Dans la publicité, par exemple, on joue énormément avec tout le monde émotionnel, sa structure émotionnelle et les chakras du bas, donc chakra racine et le chakra sacré, qui vont être plus liés à nos besoins primaires et l'énergie aussi sexuelle. Donc en fait, dans la publicité, par exemple, on va venir beaucoup jouer sur cette base-là, qui est notre base tout simplement. Et en fait, dans le cinéma, de plus en plus, on, on vient jouer sur notre monde émotionnel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que à la base, le cinéma, si on prend la structure, comment il est, une salle de cinéma, comment elle est faite, vous avez l'écran, les spectateurs qui sont devant et la lumière qui est projetée depuis le fond. Donc en fait, le cinéma, si on prend la symbolique du cinéma, euh, qui a été notamment, en tout cas popularisé par les frères Lumière, c'est pas un hasard, c'est l'idée que la lumière projette sur une toile une histoire pour que le spectateur, donc qui est à l'extérieur de cette toile, puisse avoir un regard, une hauteur de regard sur ce qui se passe et pouvoir en fait voir une situation, une histoire se dérouler. Et au lieu, comme dans la vie d'être tous les jours dans le jus, dans notre personnage à vivre les choses à l'intérieur, là on a cet espace de recul qui nous permet de prendre conscience de certaines choses. Donc par rapport à notre histoire personnelle par exemple, ou l'histoire dans un sens plus large. En fait, ce regard des spectateurs, il est super important euh, parce que le temps d'un film, on va être pris dans l'histoire, donc dans la toile, on va être à fond dans les émotions, avec les personnages, avec ce qu'ils vivent, ça va venir toucher des choses à l'intérieur. Mais en fait, il faut toujours se rappeler, se repositionner dans sa base et vision de spectateur, parce qu'en fait, c'est s'extraire comme ça de la toile, de l'histoire où elle se joue, pour avoir un recul et digérer ses émotions à un autre niveau de conscience. En fait, c'est ce que raconte le cinéma, c'est nous sommes de la lumière projetée donc sur ce plan terrestre, et au lieu de vivre le film comme les acteurs, comme s'ils y croyaient, et ben c'est adopter ce regard à la fois de spectateur sur les émotions qu'on vit, sur les situations, pour pouvoir mieux les digérer et avoir une conscience plus élevée sur ce qu'on vit. Et se rappeler en fait qu'on est dans une histoire, dans une projection, dans un film, et que peu importe sur notre siège, par exemple si on voit un film qui va nous toucher émotionnellement, qui va être dur, et ben on se repositionne sur son siège et on se rappelle que tout ça n'était qu'une histoire. Et ben c'est un peu pareil dans la vie de tous les jours. La vraie fonction du cinéma et comment, en tout cas sa place dans une société, et quand on apprend à voir à travers les choses les messages symboliques, le vrai message du cinéma, c'est nous sommes cette projection de lumière qui joue une histoire sur une toile. Et il est important de se rappeler aussi
que nous sommes une conscience plus élevée, qui a un regard plus élevé, et pour mieux conscientiser ce qui nous arrive et mieux le vivre. Après, ne pas tomber dans le piège du spectateur et toujours être à l'écart de la vie, à observer mais sans jouer le jeu. Là, l'idée, c'est de jouer le jeu, mais tout en ayant ce regard extérieur. Et la problématique, en fait, de cette recherche permanente d'identification très présente aujourd'hui, que ce soit à travers le physique, on a de plus en plus de mouvements qui demandent des représentations très précises dans les films pour se sentir identifié, que ce soit à travers le handicap, une certaine corpulence physique, une certaine couleur de peau, même à travers des fois une couleur de cheveux, ça peut aller très loin. Et en fait, ce besoin d'identification va être dangereux parce que les personnes, au lieu de prendre conscience qu'elles ne sont pas ce qu'elles voient, donc que leur identité n'est pas ce qu'elles sont vraiment et leur personnalité non plus, en gros leur ego, au lieu d'avoir ce retrait de soi qui permet d'avoir une meilleure conscience de qui on est vraiment dans une dimension plus vaste, donc si on recule encore de la position de spectateur, on arrive à cette source lumière. Nous sommes cette source lumière qui anime la toile, les histoires de la toile de cinéma, ce qui s'y passe. Et bien si on s'identifie trop à ce qu'on voit sur la toile, et ben c'est comme la caverne de Platon. Ça crée la même chose, ça crée le même dessin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la caverne de Platon, les personnes qui sont enchaînées au fond de la caverne, donc dans l'obscurité, sont enchaînées face à un grand mur où sont projetées des ombres. Et donc on peut faire la métaphore donc avec la toile de cinéma, où on voit les histoires se dérouler, où les spectateurs regardent, ont cette vision, et en fait elles s'identifient tellement à ce qu'elles voient parce qu'elles se reconnaissent, et que ça valide en fait l'identité qu'elles se sont créées à l'intérieur. Et ça, j'ai envie de noter que c'est beaucoup quelque chose qui se passe notamment dans la construction à l'adolescence. Entre l'enfance et l'adolescence, ça va être très marqué. Donc, par exemple, sur des séries sur Netflix, on a beaucoup de séries pour ados où ils vont utiliser une codification très précise de créer une identité pour que chaque personne puisse se reconnaître. Et en fait, en étant spectateur de ça et en cherchant une validation dans ce qu'on voit, ça nous fait que nous enchaîner à notre identité, à notre ego, au lieu de se rappeler que ce que je vois n'est pas qui je suis vraiment, mais c'est une projection. Et de se rappeler que en fait, on n'est pas ce qu'on voit, mais on est cette source lumière qui anime et qui crée et qui projette. Et donc voilà, c'est un peu un warning euh, pour les personnes qui défendent un peu cette idée que l'art devrait être un terrain d'identification et de représentation. En fait, l'art pour des civilisations plus anciennes et des civilisations plus évoluées sur d'autres plans, c'est un terrain de symbolique, de jeu de symbolique. D'ailleurs, il y a plein d'œuvres d'art qui sont en fait des codes symboles qui vont utiliser des symboliques très précises, des couleurs très précises, des formes très précises, parce que c'est pas uniquement une représentation, mais ça va être une symbolique qui va être comme un portail en fait énergétique dans lequel on va pouvoir rentrer et aller plus loin. On va pas s'arrêter sur ce qu'on voit, mais en fait on va revenir à la source de ce qui projette ceci. Et ça, on va le retrouver beaucoup dans le langage alchimique. C'est pour ça qu'il est très dur à décoder avec sa tête et que ça va plus être un langage qu'on va voir avec la dimension du troisième œil. Et ça, on le retrouve par exemple à travers les lettres hébraïques pour entrer en communion, connexion avec les enseignements des lettres hébraïques. Ça va surtout se passer à travers la symbolique qu'elles représentent. Et c'est pas un regard visuel qu'on va porter dessus, ça va être vraiment ce regard au-delà qui va nous porter et inscrire en nous tout un code spécifique, un code de lumière, et nous enrichir d'enseignements. Et en fait, si on a un regard, si on apprend à développer ce regard, euh, cette vision, on peut l'adopter pour tout ce qui nous entoure.
Et je m'amuse beaucoup personnellement à le faire à travers le cinéma tel qu'il nous est proposé parce que certes, il est fait par des gens qui parfois parlent d'histoires un peu qui vont toucher la personnalité ou l'identité, mais en fait, il y a toujours une source lumière qui nous anime tous. Et cette source lumière, elle se fraye toujours un chemin pour poser des messages, même dans des œuvres où vous serez surpris parfois de vous dire que certaines œuvres portent des messages aussi lumineux, mais en fait, c'est à nous aussi de développer notre vision et surtout d'apprendre à regarder par exemple les films au-delà de notre corps émotionnel, mais au-delà de l'aspect symbolique. Et c'est là où on va recevoir le plus de messages. Et, euh, et au lieu de rester sur cette base émotionnelle et de nous faire tourner autour de nous désaxer, nous chambouler, ça va venir en fait s'inscrire à l'intérieur de nous, à travers le cœur, la vision, et créer comme ça un alignement, un canal qui va venir nous ensemencer d'enseignement. Donc là, je parle du cinéma parce que c'est très présent dans notre, comme art au niveau de notre ère, mais par avant, ça peut se faire à travers la musique, bon, ça c'est très actuel, mais autrefois plus par le théâtre, par l'opéra, et j'aime beaucoup observer les arts, comment ils étaient pratiqués dans les temps plus anciens. Alors au niveau de notre ère de civilisation, j'ai pu voir notamment le théâtre avec les masques. Et en fait, ça c'est super symbolique. Déjà, la symbolique du théâtre, c'est deux masques, mais le masque était beaucoup utilisé pour les représentations sur scène, que ce soit au niveau du Japon avec le théâtre du No, il y a un petit accent sur le O, et par exemple le théâtre grec où on portait des masques, et encore dans beaucoup de représentations théâtrales à travers le monde, le masque était très présent. Alors pourquoi le masque? Donc on va dire que officiellement c'était pour marquer des émotions de façon plus simple, pour que les spectateurs puissent reconnaître les émotions. Mais en fait, si on réfléchit bien, la symbolique du masque, ça représente l'identité, la personnalité, le masque qu'on porte en société, le masque de notre ego. Et, euh, et le fait qu'ils aient des expressions comme ça très marquées, comme la colère, comme la joie, la tristesse, et ben en fait, c'est l'influence des émotions sur l'identité, sur la personnalité, on va dire dans le côté négatif, et le fait de mettre en scène ça, de le mettre sur une scène avec des spectateurs, c'est comme si on le faisait sortir de nous, un peu comme en alchimie quand on fait ressortir tout ce plomb pour voir en fait avec les yeux, prendre conscience. On a besoin que ça ressorte, que ce soit mis sur un piédestal en hauteur pour avoir une vision plus large, pour pouvoir le voir, en prendre conscience et voir qu'en fait ce qu'on voit, la représentation qu'on voit, ce ne sont que des masques qui sont portés et que une fois la représentation finie, on enlève le masque. Et ça, c'est encore très symbolique parce que, et ben en fait, c'est ça. Le théâtre des masques, jusqu'à très récemment, le théâtre, c'était permettre aux gens de prendre conscience des masques qu'ils portent pour s'en défaire et non de s'y identifier. C'est pour ça qu'il y avait un aspect très grossier qu'on peut retrouver dans le théâtre de boulevard ou dans le théâtre. Le théâtre, c'est beaucoup, on surjoue, mais on surjoue pas parce que c'est mal joué. On surjoue parce que ça nous rappelle que quand on s'identifie à l'ego, à l'identité, la personnalité, aux émotions, quand elles sont utilisées par cet ego pour mieux nous perdre, et ben en fait, on est dans une représentation. On n'est pas dans qui nous sommes vraiment, mais dans une représentation de l'ego pour exister. Et ça, c'est. En fait, le théâtre a été implanté, insufflé sur notre planète pour nous guider en tant qu'être humain, avoir une conscience, un regard extérieur sur les masques qu'on porte. Et d'ailleurs, Shakespeare l'avait très bien défini. Je crois qu'il avait dit une phrase que en fait, qu'on était dans une grande pièce de théâtre qui se joue en permanence et on en est les acteurs. Donc, et ça, c'est pour décrire donc l'ego et la place qu'il prend pour nous perdre dans des personnages, pour nous perdre de notre identité, de notre vérité. Quand je dis identité, c'est notre identité
on va dire, notre source plutôt, lumière. Et, euh, et d'ailleurs, j'avais eu une guidance comme quoi Shakespeare au début, et je crois que ça a été dit notamment que ce qu'il écrivait c'était des comédies, ça n'a jamais été des pièces de théâtre dramatiques, mais c'est les gens en s'identifiant à ce qui se passait sur scène qui ont défini que ce que proposait Shakespeare était du drame, était quelque chose de triste. Il faut savoir que si vous regardez la pièce de Roméo et Juliette, en fait, à la base, c'était assez comique. D'ailleurs, on le voit très bien dans le film Shakespeare in Love. À la base, c'était plus quelque chose de comique, de grossier, qui dénonçait un petit peu les histoires d'amour, comment elles étaient à l'époque. Notamment, ça commence avec Roméo, qui à la base, clairement, veut juste tirer un petit coup et veut revoir la fameuse Rosalia, mais en fait, il tombe sur Juliette, donc il a un nouveau coup de cœur. Et si on regarde bien dans Roméo et Juliette, ils se marient un peu uniquement pour pouvoir consommer sexuellement leur rencontre, leur union. Et bon, là, j'avoue, je pose un constat un peu personnel, de mon ressenti personnel. Mais si vous relisez bien l'histoire de Roméo et Juliette, il y a plus une dimension comique que dramatique dans le fond. Et c'est nous, en s'identifiant tellement au personnage, qui allons en fait faire de cette histoire un drame. Mais bon, si vous regardez bien, en tout cas, le théâtre a beaucoup aidé, en tout cas avait une dimension d'aide pour l'humanité à prendre conscience de ses masques et s'en défaire. Après le cinéma, il a été insufflé, donc apporté avec une nouvelle dimension, celle de se rappeler que c'est la lumière qui est projetée sur notre toile et que nous sommes les spectateurs de ce qui se passe. Et dans sa symbolique, en fait, c'est tout simplement pour nous rappeler la lumière que nous sommes à l'origine, avant d'être les personnages et les histoires qui se déroulent dans cette grande toile qu'est la vie. Et là encore, en faisant face à cette toile, prendre conscience des histoires et s'en désidentifier. Donc voilà, l'art depuis toujours, c'est une invitation à la désidentification, mieux voir pour mieux prendre conscience des voiles qui nous séparent de notre vérité d'être et, et toujours faire le chemin du pèlerin, plus du faux roi qui se part de vêtements, de bijoux, pour mieux briller, pour mieux être représenté, pour mieux s'identifier. Et pour terminer, donc c'est intéressant de revoir un peu toutes les différentes formes d'art qui ont pu traverser nos temps, que ce soit donc le théâtre, l'opéra, le théâtre d'ombre chinoise, la BD, le dessin, la sculpture, et de voir qu'est-ce qu'on met en lumière et ce à quoi on est invité à se désidentifier pour mieux se retrouver intérieurement. Et, euh, et de toute façon, aujourd'hui, vous allez voir de plus en plus, il va y avoir des mouvements ou même, on va dire, des invitations de la société ou même, je veux dire, des injonctions de la société à trouver son identité, à s'identifier absolument à quelque chose, à cloisonner vraiment son identité avec des termes bien précis. En fait, c'est toujours, on donne l'impression que c'est une liberté de se choisir, mais en fait, c'est une fausse liberté pour mieux nous perdre, pour mieux nous éloigner de nous-mêmes, pour mieux s'extraire de qui nous sommes, pour se fractaliser, se diviser en plein de parties différentes auxquelles on s'identifie, auxquelles on se rassure, dans laquelle notre ego se sent rassuré de trouver un mot qui le conforte, un mot qui le définit, un mot qui lui permet d'exister. Et en fait, c'est le grand piège qu'on va traverser en ce moment et qui va être de plus en plus présent. Et j'avais envie aussi de rappeler que les histoires qui sont racontées dans les films, les livres, à travers la musique, un- sur un autre plan,
mais on va dire, là j'ai surtout parlé du cinéma et avant du théâtre, mais ces histoires qui sont proposées, si on reprend le fil des temps anciens, donc dans les anciennes civilisations, on utilisait les histoires, les contes, donc ça a pu être les contes, les mythes, les fables. En fait, on va créer une histoire pour mettre en relation des enseignements, des principes, et on va avoir besoin de créer comme ça un visuel des personnages, des descriptions au niveau de l'air, du feu, de l'eau, de la terre. On va utiliser les 4 éléments pour décrire les personnages, les lieux, en fait, pour apporter les enseignements vibratoires que ça comporte. Donc, par exemple, dans les fables de La Fontaine, si on utilise un renard et un agneau, c'est pas par hasard, c'est pour décrire en fait des aspects vibratoires qui vont rentrer en relation, avoir une interaction et porter un enseignement. Et par exemple, dans un film, si on utilise comme personnage principal une petite fille et pas un homme de 60 ans, c'est parce que la petite fille va symboliser quelque chose de bien précis. Donc toutes les histoires qui nous sont racontées sont des histoires avec une portée symbolique, et c'est pour ça que aujourd'hui revisiter des histoires comme par exemple les contes de princesses et de princes en disant ah oui mais c'est dur de s'identifier quand on aime une personne du même sexe à ce genre d'histoire, il faudrait plus d'histoires où la princesse aime une princesse, où le prince aime un prince, voilà. En fait, là, ça va être une recherche d'identification de la personne pour valider ce à quoi elle s'identifie. Mais le problème, c'est que les histoires de princes et princesses, à la base, c'est pas des histoires d'amour. La vraie origine des histoires de princes et princesses, c'est l'histoire du principe masculin et du principe féminin qui vont se rencontrer. Donc quand on parle de principe féminin et de principe masculin, on parle de ce qui se passe dans toutes les personnes sur cette terre, peu importe leur orientation sexuelle, leur sexe, peu importe. On a tous une dimension féminine et masculine, donc une dimension intérieure et extérieure, qui, comme des courants d'eau qui agissent à l'intérieur de nous, vont diriger nos énergies plus vers l'intérieur ou plus vers l'extérieur. En fait, c'est comme si notre dimension d'être, on va dire, supérieure était ce couple de valses qu'on voit danser, et que et qu'à l'intérieur de nous, on voit de façon plus dissociée se jouer la valse entre une femme et un homme qui font ce mouvement. Et ben c'est exactement ce même mouvement qui a lieu avec notre énergie féminine, notre énergie masculine, qu'on expérimente chaque jour entre le moment où on a une inspiration, ça prend un temps de gestation intérieure, donc là on est plus dans notre féminin, et ce moment où on va passer à l'action et l'ancrer dans la matière, on va être plus dans notre masculin. Et ça on le fait tous les jours, à tous les moments, que ce soit où je canalise une recette de cuisine et je me mets en action pour la faire. Et en fait, les contes, par exemple, de princes et princesses, les histoires de princes et princesses, c'est exactement ça que ça nous raconte. C'est la rencontre entre notre féminin, notre masculin. Comment le masculin va s'éveiller à lui, va aller réveiller le principe féminin. Donc c'est pour ça souvent que le prince embrasse la princesse, c'est parce que ce mouvement extérieur qui se passe dans la vie, être dans l'extérieur, au bout d'un moment, il va avoir besoin d'aller dans le château intérieur, à la rencontre de son principe féminin, de sa princesse intérieure, l'embrasser. Donc l'embrasser, c'est le contact, et la réveiller. En fait, ça c'est par exemple dans le conte de La Belle au bois dormant, mais dans Blanche-Neige aussi on le retrouve, et donc de réveiller ce principe féminin pour s'unir, créer une union. Et quand on finit l'histoire avec ils se marièrent et eu beaucoup d'enfants, c'est-à-dire ils s'unissent pour créer des enfants, donc des créations, ça peut être artistique, ça peut être de toutes choses, c'est pas forcément des enfants physiques. Et ça malheureusement aujourd'hui on prend vraiment les choses au pied de la lettre au niveau des histoires, et on va beaucoup critiquer les histoires de princesses, de princes, et
et on va inverser les principes, on va faire en sorte que la princesse, elle ait plus de masculin, que ce soit une femme forte, indépendante, que le prince. Et en fait, on oublie qu'à la base, c'était juste pour transmettre des enseignements sur la nature féminine des énergies et masculine des énergies qui nous composent. Et, et c'est dommage de chercher voilà, des identifications à tout prix dans les œuvres, parce qu'en fait, c'est dénaturer les œuvres de leur enseignement primaire, sachant qu'en fait, depuis tout temps, les histoires qui sont faites, qu'on voit à l'écran à travers des séries, des films, c'est les histoires de la mythologie qui sont reprises et réinventées, réinventées et réinventées depuis tout temps. Sauf qu'au lieu d'en prendre les enseignements symboliques, de se rappeler ces enseignements symboliques, on va être toujours plus dans une recherche d'identification, s'identifier, s'identifier. Et en fait, on va tomber dans le panneau que Platon décrivait dans ces êtres qui sont enchaînés dans la caverne et qui regardent le monde des ombres, le théâtre des ombres, plutôt que la lumière qui anime tout ça. Donc voilà, c'était une vidéo un peu longue, mais pour vous rappeler que l'art, c'est l'œuvre alchimique qui se passe surtout à l'intérieur de nous, et que peu importe ce que vous regardez, au lieu de vivre ça à travers le corps émotionnel, voilà, connectez-vous à cette dimension symbolique, renseignez-vous sur les arts de tout temps et comment ils ont été faits, et toutes leurs dimensions symboliques et leurs enseignements profonds, et vous verrez que vous ne verrez plus un film ou une œuvre d'art de la même façon, mais vous connecterez directement aux enseignements qu'elle porte.